Bienvenue à tous, c'est la leçon 6.1 du mentorat ICT de janvier 2017, où nous allons définir les séquences PD sur les horizons temporels élevés. Lorsque nous examinons un graphique, quel que soit l'horizon temporel, deux éléments viennent à l'esprit en tant que trader. Évidemment, nous pensons en termes de support ou de résistance, ou nous pensons en termes d'achat ou de vente. Nous pensons en termes de prix qui sont soit trop bas ou trop bon marché, soit trop chers ou trop élevés. L'algorithme a des processus de réflexion similaires intégrés. Et nous le regardons sous forme de marché premium et de marché réduit. Pour les besoins de cette discussion, imaginez simplement cette ligne rouge en haut comme une résistance et un niveau bleu en bas comme un support. Lorsque le prix commence à s'éloigner d'un niveau qui serait considéré comme trop bon marché ou un support, naturellement, nos attentes en tant que traders sont de voir le prix monter. Lorsqu'il le fait, nous nous attendons à voir une réponse qui monte vers un point de résistance de quelque nature que ce soit. Le problème avec le trading de détail et l'analyse technique en général, c'est qu'il ne vous aide pas, car chacun d'entre nous pourrait en venir à la conclusion qu'un niveau spécifique au-dessus de l'action actuelle des prix serait un niveau de résistance. Certains d'entre nous le verront comme un ancien creux à trader, certains verront un ancien sommet, certains verront autre chose qui équivaudrait à un niveau de résistance. Maintenant, pour éliminer toute ambiguïté, vous devez avoir une mentalité lorsque vous abordez cela, et cette leçon vise à vous enseigner la hiérarchie des outils que j'utilise pour cadrer les transactions. Ces mêmes séquences sont les mêmes choses dont nous avons parlé depuis le début du mentorat, mais nous allons éviter que vous les ayez de manière désorganisée. En d'autres termes, il y a une hiérarchie dans la façon dont elles sont utilisées et dont vous les recherchez dans le prix. Alors que le prix effectue un retracement à la baisse à partir d'un niveau de support, dans quelle mesure retracera-t-il généralement? Tous, en fonction de différentes approches de l'analyse technique et de différentes disciplines, auront une conclusion différente. Certains d'entre nous utiliseraient un retracement de Fibonacci, certains utiliseraient une forme de support et de résistance, certains utiliseraient une analyse d'Elliott et des ratios et des motifs harmoniques. Si nous étions dans une réunion de table ronde, nous serions tous assis dans la même pièce et nous aurions tous des opinions différentes sur la mesure à laquelle il retracerait. Certains d'entre nous n'attendent même pas de retracement, certains d'entre nous ne verraient pas cela comme un retracement, mais comme le début d'une inversion totale pour échanger en dessous de l'ancien creux. C'est le problème auquel chaque trader est confronté quand il se lance là-dedans. Dans le monde des affaires, qui a raison, qui a les moyens de savoir avec une grande dose de prévision ce qu'est un niveau de support et ce qu'est un niveau de résistance, et donc ce qui propulsera le prix loin de l'action actuelle du marché, à la hausse ou à la baisse. Car le dicton commun est que si je savais où le prix irait ensuite, je n'aurais besoin de rien d'autre, je gagnerais de l'argent. Ce n'est pas vrai, car vous trouveriez un autre moyen de perdre de l'argent en vous surexposant ou en faisant quelque chose de différent de ce que vous ne devriez pas faire, en enfreignant une règle et en subissant l'impact émotionnel et psychologique qui en découle, et vous finiriez par faire exploser le compte. Donc, lorsque nous regardons les graphiques, nous voulons voir le prix en termes de sommes-nous dans un marché à prime ou à rabais. Plus tôt dans le mentorat, j'ai enseigné comment vous pourriez le faire, mais nous allons parler un peu plus en termes de comment encadrer cela sur les graphiques à plus long terme sous forme d'une hiérarchie avec les tableaux PD. Lorsque le prix commence à se replier, puis à monter, il atteint un niveau de résistance. Maintenant, pour les besoins de la discussion, nous allons dire que nous comprenons collectivement ce qui constituerait un niveau de résistance pour éliminer toutes les discussions secondaires que nous pourrions avoir si nous étions en face les uns des autres dans le même cadre, dans un cadre en direct où nous pourrions littéralement nous serrer la main et discuter. Nous aurions tous une opinion sur ce qui constituerait un niveau de résistance, mais nous allons dire que ce niveau noté en rouge est le niveau de résistance généralement convenu. L'attente raisonnable serait de voir le prix s'éloigner lorsque le prix le fait. Certains d'entre nous s'attendraient à une tentative supplémentaire pour atteindre ce niveau, peut-être pour le franchir ou pour échouer. C'est ainsi que je trade, c'est ainsi que je m'attends à voir le prix réagir. Certains d'entre nous ne s'attendraient même pas à cela, ils s'attendraient à un coup unique là-haut, suivi soit d'une percée, soit d'une fausse cassure, soit d'une rupture.
Nous avons parlé de la classification des mouvements de prise institutionnels, c'est ce que nous avons fait dans cet enseignement. Je veux que vous commenciez à réfléchir en termes de primes et de rabais sur les graphiques à plus long terme, car la hiérarchie sur la manière dont vous visualisez cela vous aidera, que vous soyez un day trader, un scalper, un position trader, un trader à court terme, avec des attentes de prix plus bas. Jusqu'où nous attendrions-nous à ce que le prix descende? Eh bien, la première impulsion baissière, puis le retracement, puis une deuxième impulsion haussière atteignant ce niveau de résistance, cette deuxième impulsion est probablement une attente raisonnable pour un niveau de support. Il pourrait s'agir d'un bloc d'ordre haussier, d'un ancien sommet à court terme sur un délai inférieur. Si c'était un graphique mensuel, il pourrait y avoir un ancien sommet à court terme qui créerait un niveau de support qui ne serait pas visible sur un graphique mensuel. Donc, lorsque nous examinons ces graphiques à plus long terme, comprenez simplement qu'il y aura des niveaux qui existent à l'intérieur de mouvements de prix plus importants que vous pourriez ne pas voir à moins de descendre jusqu'à un délai inférieur. Quand je dis délai inférieur, je fais référence uniquement au quotidien, car l'analyse sur des délais plus longs est tout ce sur quoi nous nous concentrons ici, rien en dessous d'un graphique quotidien. Donc, si nous supposons que c'est un graphique mensuel et que nous regardons le prix, l'attente est que, eh bien, à ce creux, nous nous attendrions à voir un niveau de support à plus bas délai. Encore une fois, cela pourrait être un bloc d'ordre haussier mensuel, un bloc d'ordre haussier hebdomadaire, ou même un ancien sommet à court terme quotidien. Vous pourriez ne pas pouvoir le voir dans ce petit creux, mais néanmoins, lorsque nous observons les mouvements de prix sur un graphique, que ce soit mensuel, journalier, voire à des délais plus courts, vous devez comprendre qu'il y a des mouvements et des niveaux de support et de résistance qui existent dans les délais plus courts et qui ne sont peut-être pas aussi évidents en utilisant ces graphiques à plus long terme. Ce n'est pas sur quoi vous basez la majorité de vos transactions. Ce que vous allez faire, c'est utiliser le graphique mensuel et le graphique hebdomadaire pour encadrer le contexte de ce que le marché devrait faire en utilisant ces tableaux PD. Donc, si nous surveillons le prix et qu'il continue à monter, où s'attendrait-on raisonnablement à voir le prix se négocier? À ce petit creux à court terme au niveau du swing échoué, ce serait un bloc potentiel de mitigation, ce qui signifie que toutes les commandes utilisées pour aller longtemps mais qui ont échoué à faire une autre passe à l'ancien sommet sont maintenant en perte, donc elles cherchent à atténuer ces pertes, à couvrir leurs positions longues et éventuellement à prendre des positions courtes ou simplement à sortir du commerce. Mais les investisseurs intelligents ne coupent pas simplement leurs pertes, ils savent ce qu'ils font, ils échelonnent leurs entrées et sorties et ils se couvrent, donc ce serait une autre opportunité de vente. Le marché recherche de la liquidité en dessous du creux et en dessous du deuxième mouvement impulsif avant la montée vers la résistance, il recherche donc de la liquidité en dessous du marché. Une fois qu'il a pris cette liquidité, il peut chuter jusqu'à l'ancien niveau de support, mais généralement, il ne le fait pas. Il fera à nouveau un retracement et récupérera davantage de commandes à un ancien creux, où nous verrions une autre opportunité de vente pour éliminer la liquidité en dessous d'un creux à court terme qui vient d'être créé, puis redescendre vers une zone de support logique. L'attente serait que le prix rebondisse, il le fait lorsque le prix commence à retracer à nouveau. Certains d'entre nous, si nous étions tous dans la même pièce, s'attendraient à ce que le creux du prix soit violé et qu'un nouveau creux soit créé, parfois cela se produira, parfois non. Ce swing d'échec ici pourrait être utilisé pour mettre en place une autre opportunité d'achat où le prix monte, et voici la question à $1 million. La compréhension réside dans la manière dont le prix se déplace d'un niveau à l'autre, mais principalement il se déplace d'un niveau de rabais à un niveau de prime, d'un niveau de prime à un niveau de rabais, entre la ligne rouge et la ligne bleue, ce sont des extrêmes. Au milieu, c'est classé comme équilibre ou équilibre. Un déséquilibre d'achat se produit lorsque le prix dépasse l'équilibre ou monte dans ce niveau rouge, qui serait une résistance. Un déséquilibre de vente se produirait lorsque le prix descend en dessous de l'équilibre et atteint la ligne bleue, ou ce qui serait simplement considéré comme une réduction. Donc, où s'attendrait-on à voir le prix aller ensuite, c'est ce à quoi vous êtes toujours confronté lorsque vous vous asseyez devant les graphiques.
Dans cette discussion, nous allons utiliser les outils courants de l'ICT en ce qui concerne les paramètres de configuration sous forme de la manière dont ils se forment sur les graphiques, en d'autres termes, l'ordre dans lequel ils se forment et comment les utiliser en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur le marché. Nous utilisons cet enseignement comme une base qui nous mènera à une meilleure compréhension de cet exemple que nous avons montré. Nous discutons de la gestion de l'argent pour le contenu de janvier. Donc la leçon 5 de cet exemple pour la paire dollarienne pour un trade à long terme servira d'exemple pour encadrer les tableaux PD sur des graphiques à plus long terme. Mais avant d'aborder cet enseignement pour la leçon 6.2, nous devons poser les bases pour comprendre ce que nous recherchons et pourquoi nous nous attendons à ce que cela se déroule comme nous le prévoyons. Encore une fois, en utilisant notre processus de réflexion basé sur la prime, qui serait la ligne rouge, et le rabais, qui serait la ligne bleue, lorsque vous regardez les graphiques, vous voulez voir où le prix s'est éloigné d'un ancien sommet et descend d'une zone de prime, en d'autres termes, il est trop élevé, donc la valorisation va être réduite et le prix va baisser, et le marché va descendre et le prix va baisser en conséquence jusqu'à ce qu'il atteigne un point où il est trop bon marché. Puis il doit y avoir une prime incorporée. L'algorithme fera cela en déplaçant le prix de va-et-vient, encore et encore, jusqu'à ce qu'un événement significatif intervienne sur le marché et pousse le marché dans une seule direction, créant un fort déséquilibre, sinon le marché va simplement générer des mouvements de va-et-vient à la recherche de liquidité en fonction des conditions de prime et de rabais. Pour l'instant, supposons que le prix du marché soit ici, d'accord, et nous pouvons clairement voir que le marché avait récemment un niveau de résistance clairement discernable et un niveau de support clairement discernable. Maintenant, cela peut se présenter sous la forme de blocs d'ordre haussier et baissier, ou cela pourrait simplement être d'anciens sommets et d'anciens creux, et nous allons utiliser d'anciens sommets et d'anciens creux comme exemple pour cette discussion. Votre attente est que, pour l'instant, le prix est à un niveau où il devrait, selon toutes les normes, baisser, car il est à un niveau de résistance classique que nous avons identifié. Nous ne savons pas combien de temps il faudra avant que le marché ne se conforme réellement à notre attente et ne voit effectivement un prix plus bas. Donc, cette période, cette partie, c'est à laquelle vous devrez toujours vous soumettre. Le temps est un tueur pour les traders, à moins que vous ne sachiez que certaines de ces idées vont se concrétiser pendant longtemps, vous allez faire beaucoup de choses psychologiques et émotionnelles que vous souhaiteriez ne pas avoir faites parce que vous n'avez pas soumis l'aspect temporel du trading. Il y a deux éléments dans le trading auxquels vous devez vous soumettre, le temps et le prix. Lorsqu'ils sont tous les deux d'accord l'un avec l'autre et que vous avez attendu que cet accord se réalise, c'est là que la rentabilité et les opportunités se trouvent. Nous examinons le prix et nous n'avons aucune idée du temps qu'il faudra pour attendre que le mouvement se produise, mais finalement, notre attente est que nous verrons des prix plus bas jusqu'à un niveau de rabais, et c'est ce que nous attendons ou prévoyons comme prix futur. Entre ces deux points de référence, encore une fois, le temps et le prix sont essentiels. Vous devez vous soumettre au temps, dont personne ne sait combien de temps il faudra avant que votre configuration se concrétise ou devienne rentable. Vous étudiez le prix, vous vous soumettez au temps tout au long du processus, mais pendant que vous êtes dans le trade ou que vous vous attendez à ce qu'il se déroule, vous vous soumettez au prix. Vous ne cherchez pas à imposer votre volonté sur le prix, vous analysez le prix pour voir ce qu'il vous dit en termes de flux d'ordres institutionnels. Justifie-t-il votre attente qu'il veuille descendre jusqu'à ce niveau de rabais ou jusqu'à un bloc d'ordre haussier pour couvrir une position courte? Ou pourrait-il s'agir d'un ancien creux qu'il veut franchir en dessous pour un prix futur? Il pourrait y avoir de nombreuses choses, mais pour l'instant, nous allons simplement viser un ancien creux entre le prix du marché aujourd'hui et le prix futur que vous prévoyez ou anticipez à la baisse. Il n'y aura aucune opportunité pour un mouvement en ligne droite, en d'autres termes, vous ne verrez pas cette ligne diagonale dans la manière dont le marché se négocie, cela ne se produit tout simplement pas. Il y a toujours une certaine fluctuation qui se produit, donc comprendre où certaines séries se produisent dans ce processus vous aidera, premièrement, à rester dans l'idée de trade, à ne pas être ébranlé et à avoir la confiance de tenir jusqu'à ce que l'objectif soit atteint ou que votre stop soit touché, et passer simplement à la prochaine opportunité. La même chose se produit lorsque vous recherchez un scénario haussier, tout est simplement inversé.
Vous vous attendez à ce que le prix du marché soit à l'avenir à un niveau de prime, en d'autres termes, il sera plus élevé qu'aujourd'hui. Encore une fois, vous n'avez aucune idée du temps qu'il faudra pour atteindre votre prix futur ou prévu, et vous devez vous soumettre à. Pour une mesure de temps inconnu. Vous ne pouvez pas savoir avec certitude combien de jours, combien d'heures ou combien de mois il faudra avant que ce prix soit réellement atteint, ou même s'il le sera. Mais vous devez également étudier le prix, surveiller et étudier les séries PD qui se produisent dans l'action des prix pour étayer votre attente en ce qui concerne le flux d'ordres institutionnels qui ferait monter le prix vers ce niveau de prime. La compréhension est que le prix passera d'une réduction à une prime, car la réduction ne peut pas rester une réduction très longtemps. Le prix sera établi par ceux qui le vendent et qui cherchent à en tirer profit. Eh bien, la Banque centrale va s'occuper d'ajuster le prix. Donc, si nous savons qu'elle contrôle finalement le prix en orientant le sentiment dans les économies grâce à la fixation à long terme des taux d'intérêt pour stimuler ou supprimer une économie pour notre pays, nous devons voir le marché en termes de technique pour nous aligner sur ces idées. Donc, si nous voyons un niveau de support, notre attente est de savoir où sont les preuves que cela ira vers un marché de primes, où se trouve le marché de primes, où est la résistance, où se trouve le niveau supérieur où je voudrais le voir se négocier entre le prix du marché où vous êtes actuellement et le prix futur. Encore une fois, cela ne se produit jamais en ligne droite, il y a un temps que vous ne comprenez pas exactement combien de temps il va falloir, mais il y a aussi un élément de prix que vous devez étudier. En d'autres termes, simplement parce que vous pensez qu'il va là-bas ne signifie pas qu'il va y aller. Il pourrait aller à mi-chemin et échouer et descendre encore. Néanmoins, ce que nous allons faire, c'est maintenant définir les séries et les maintenir dans un ordre spécifique, de sorte que vous sachiez à quoi vous attendre, ou que vous soyez en termes de prix du marché, ce que vous devriez attendre de voir ou ce que vous cherchez. Pour un graphique mensuel, ce que vous allez faire, c'est regarder la plage de trading actuelle dans laquelle il se trouve. Donc, nous allons supposer que vous avez défini le marché en termes d'anciens sommets et d'anciens creux sur le graphique mensuel, c'est la manière la plus simple de le faire. Il y a d'autres façons de le faire, mais pour l'instant, nous allons simplement le faire dans le contexte de la plage de trading la plus récente que le marché a connue, en passant d'un ancien sommet à un ancien creux. Cela définira notre définition de prime et de rabais. Entre ces deux points de référence, le point médian est toujours appelé équilibre. Maintenant, l'équilibre se situe entre l'endroit où vous pensez que le prix ira parce qu'il y est déjà allé auparavant, et où il se trouve actuellement par rapport à un ancien sommet et un ancien creux, c'est-à-dire la plage de trading actuelle. Je vous donnerai un exemple de ce que cela ressemble lorsque nous passerons à la leçon 6.2, mais pour l'instant, je veux poser les bases de ce que vous devez chercher. La première chose au-dessus de l'équilibre sous forme de série est un ancien sommet et un ancien creux. Vous voudrez chercher cela au-dessus de l'équilibre. Ensuite, la chose suivante que vous chercherez, et ceci dans l'ordre d'importance, est un bloc de rejet, rejection bloc. Un bloc de rejet se trouvera juste au-dessus du corps de la bougie, pas des mèches. Donc, le sommet et le creux réel sont les mèches, mais la prochaine zone d'importance est le bloc de rejet qui se situe juste au-dessus du corps de la bougie. Ensuite, le bloc d'ordre baissier, bearish order block, un gap de valeur équitable, fair value gap, un vide de liquidité, liquidity void, un breaker baissier, bearish breaker, et un bloc de mitigation. En d'autres termes, si nous étions à l'équilibre et que nous nous éloignons d'un niveau de prime ou de résistance, en d'autres termes, le prix a déjà baissé et nous prévoyons que le prix descende jusqu'à un niveau de support ou de rabais mensuel, nous chercherions au-dessus de l'action du marché actuel. En supposant que nous soyons à l'équilibre en ce moment, nous commencerions à regarder au-dessus de l'action du marché actuel, dans le passé, sur le côté gauche de notre graphique, où se trouve le bloc de mitigation le plus proche. Il peut ne pas y en avoir, d'accord, on coche ça. Où se trouve le breaker baissier le plus proche, il peut ne pas y en avoir non plus, d'accord, on coche ça. Mais s'il y en a un, alors vous vous attendriez raisonnablement à ce que le prix se négocie jusqu'à ce point de prix pour le breaker, puis vous vous attendriez à une certaine vente pour aller plus bas,
et une fois qu'il passe en dessous de l'équilibre, vous seriez prêt à aller vers le rabais mensuel ou le support. Mais supposons un moment que le bloc de mitigation ne soit pas là et que le breaker ne soit pas là, que chercheriez-vous ensuite? Eh bien, la prochaine séquence de hiérarchie est le vide de liquidité. Y a-t-il une fourchette qui doit être comblée? Encore une fois, cela peut ne pas être très clair, on coche ça sans problème. Ensuite, il y a le gap de valeur équitable, qui pourrait ne pas non plus exister, on passe au suivant, le bloc d'ordre baissier, qui y sera probablement, les chances sont très élevées qu'il sera là. Donc, qu'est-ce que cela vous donne? Cela vous donne la hiérarchie dans laquelle chercher un bloc de mitigation sera d'abord considéré avant d'arriver au bloc d'ordre baissier, car les blocs d'ordre baissier seront généralement très élevés en prime. Le bloc de mitigation sera le plus bas, et les breakers sont essentiellement des blocs de mitigation, mais généralement les blocs de mitigation peuvent survenir plus bas que les breakers. De petits rebonds dans les marchés baissiers seraient essentiellement un bloc de mitigation. Un breaker baissier vous empêchera essentiellement d'atteindre probablement un bloc d'ordre baissier. Donc, lorsque vous voyez des breakers baissiers, ne vous attendez pas au bloc d'ordre baissier, car il va très probablement maintenir le prix plus bas, car il s'agit de la série la plus dominante parmi toutes celles-ci ici. Il y a un vide de liquidité qui serait observé s'il n'y a pas de breaker, vous pouvez le combler. Dans cette fourchette, cela peut souvent vous amener à un gap de valeur équitable, fair value gap, ou à un bloc d'ordre baissier, bearish order block. Mais les breakers en eux-mêmes, même s'ils sont en bas de cette liste, c'est la première chose que vous allez rencontrer, car si vous êtes à l'équilibre et que le prix s'éloigne déjà du niveau de résistance, vous regardez maintenant vers le haut pour trouver d'éventuelles zones de revente en premier lieu. Vous regardez le bloc de mitigation bloc, ou le breaker baissier, bearish breaker, et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, vous cherchez une zone de vide de liquidité, liquidity void, pour vous négocier vers la clôture de cette fourchette, ou un gap de valeur équitable, fair value gap, à combler. Il se peut qu'il n'y ait aucune de ces options, puis vous vous attendriez à voir le bloc d'ordre baissier, bearish order block, être négocié, puis ce serait votre opportunité de vente car vous êtes à un niveau premium et vous allez vers une zone logique où le flux d'ordres institutionnels entrerait en jeu, de nouvelles commandes seraient capitalisées, et la vente s'ensuivrait. S'il n'y a pas de bloc d'ordre baissier évident, vous chercheriez un bloc de rejet, rejection bloc, qui serait juste au-dessus du corps des bougies. Vous vous attendriez à ce qu'il soit épuisé, puis vous seriez vraiment haut en prime à ce moment-là, et finalement une course entière sur l'ancien sommet serait une attente. J'ai ici l'ancien sommet et le vieux creux. Pourquoi le creux serait-il là? Eh bien, si vous êtes à un très bas niveau dans une tendance à la baisse sur un graphique mensuel à plus long terme, vous pouvez être en train de monter vers un vieux creux. Si cela atteint ce vieux creux, même si c'est un vieux creux en termes de prix, c'est vraiment ou en termes de prime, s'il monte considérablement de temps en temps pour atteindre ce niveau. Donc, le recul vers un vieux creux qui est une résistance, une compréhension classique, mais il peut aussi avoir besoin de courir sur un ancien sommet. En gros, vous n'avez pas à tout prendre au pied de la lettre. Tout ce que vous faites, c'est évaluer le degré d'importance que vous accorderez à chacun de ces éléments. Donc, en résumé, je veux que vous compreniez de quoi je parle ici. Nous ne faisons pas simplement une liste des choses dont nous avons parlé dans les enseignements précédents. D'accord, je les mets dans un ordre de signification lorsque vous êtes à l'équilibre ou si vous montez depuis un rabais. Vos attentes consistent à chercher la toute première chose que vous recherchez dans la liste au fur et à mesure que le prix monte. La première chose à laquelle vous vous attendez à être confronté est s'il y a un bloc de mitigation que je dois considérer, car c'est le premier objectif. Cela pourrait être un point de vente. Ensuite, c'est un breaker baissier, etc. Cela pourrait donner le ton pour une nouvelle baisse ou stopper tout rebond sur une idée haussière. Ensuite, l'idée suivante, si vous êtes aussi à partir d'une position à prix réduit ou si vous attendez une nouvelle opportunité de vente, disons que vous êtes au niveau du prix d'équilibre, tout ce qui est en dessous du niveau premium, l'attente, et lorsque vous regardez les zones où le prix pourrait monter, c'est dans cet ordre, du plus bas au plus élevé, en d'autres termes, du bloc de mitigation jusqu'à l'ancien sommet ou creux, c'est l'ordre auquel vous vous attendez à les voir.
Maintenant, l'ordre d'importance, vous savez, c'est le plus élevé de l'arrêt premium, c'est l'ancien sommet et le vieux creux, c'est aussi haut que possible. Puis vous avez le bloc de rejet, ensuite le bloc d'ordre baissier, le gap de valeur équitable, le vide de liquidité, le briqueur haussier et le bloc de mitigation. Vous allez regarder vers le haut, et la première chose que vous allez rencontrer est la première chose en bas de cette liste, puis vous commencez à remonter cette liste, plus vous montez dans cette liste, plus vous entrez profondément dans un marché premium. Certaines séquences ici vous empêcheront de voir la séquence institutionnelle de référence suivante, en d'autres termes, le prochain point de référence des ordres institutionnels figurant dans cette liste. Si vous arrivez à un briqueur, il est probable que vous ne monterez pas plus haut que cela, vous n'irez généralement pas jusqu'à fermer le vide s'il y a un briqueur sous un vide de liquidité, le vide de liquidité peut rester ouvert. Fondamentalement, c'est dans l'ordre d'importance en tant que trader, lorsque vous êtes en dessous du niveau premium et que vous regardez plus haut pour les prix ou que vous vous attendez à ce que les prix montent, ce bloc de mitigation, c'est le plus bas ou le plus probable que vous vous attendiez à rencontrer en premier. Cela ne signifie pas qu'il y en a un dans l'action des prix, mais vous partez de cette attente en premier et vous le cherchez. S'il n'y en a pas, ok, qu'est-ce que je cherche ensuite? Vous cherchez le briqueur haussier. S'il n'y en a pas, ok, alors je m'attends à ce que ce vide se ferme là-bas, mais il peut ne pas y avoir de vide. Il se peut qu'il ait été négocié de manière très systématique et efficace à la baisse et qu'il n'y ait pas de vide. Donc, la prochaine chose à vérifier est s'il y a un gap qui attirerait les prix. S'il n'y a pas de gap, alors vous passez directement au bloc d'ordre. Mais l'essentiel, c'est qu'en présence d'un briqueur, oubliez la fermeture du vide et oubliez d'atteindre ce gap, car le briqueur aura la priorité sur tout ce qui se trouve dans cette liste lorsque vous êtes en dessous de lui en termes de prix du marché. Si nous anticipions un mouvement à la baisse des prix vers une position à prix réduit ou vers un niveau de support, nous nous attendrions à ce que la toute prochaine séquence PD soit un bloc de mitigation haussier. Encore une fois, cela peut ne pas apparaître dans l'action des prix. S'il n'y a pas de mitigation bloc, vous vous attendriez à voir la prochaine séquence PD sous forme de briqueur haussier, mais cela peut ne pas apparaître ou être visible dans l'action des prix. C'est l'ordre auquel vous vous attendez à voir ces séquences alors que les prix baissent en regardant le passé du côté gauche de votre graphique. Vous vous concentrerez sur le fait de savoir si ces séquences apparaissent dans l'action des prix. Leur importance est encore une fois classée à partir de l'équilibre, l'ordre attendu de leur présence dans l'action des prix sous forme de position à prix réduit. La première que vous vous attendriez à voir est un bloc de mitigation haussier, puis un briqueur haussier, puis un vide de liquidité. Maintenant, si un briqueur haussier est présent, encore une fois, cela peut ne pas apparaître dans l'action des prix, mais c'est l'ordre dans lequel vous vous attendriez à le voir alors que les prix baissent, en regardant vers le haut pour les zones où le prix pourrait monter, ou en attendant que les prix montent. Encore une fois, en supposant qu'il n'y ait pas de briqueur et qu'il n'y ait pas de vide, mais qu'il y ait un gap, et cela peut parfois se produire, vous vous attendriez à ce que le prix descende jusqu'à un gap de valeur équitable, qui est simplement un petit gap où le prix n'a été exécuté que d'un côté du marché, puis la prochaine séquence serait le bloc d'ordre haussier. Encore une fois, sans le briqueur, vous vous attendriez à ce que le vide soit comblé, qu'un gap soit comblé directement jusqu'au bloc d'ordre haussier. En dessous du bloc d'ordre, il y aurait un bloc de rejet, qui se situerait juste en dessous de la bougie la plus basse et de son corps. En d'autres termes, s'il y a de longues mèches en dessous, nous ne rechercherons qu'un mouvement juste en dessous des corps des bougies. Cela serait un bloc de rejet. Enfin, la forme la plus profonde de réduction serait sous la forme d'un ancien creux ou d'une négociation jusqu'à l'ancien sommet. Comme nous l'avons dit lorsque nous parlions du marché premium, lorsque les prix montent jusqu'à un ancien sommet, ils peuvent également monter jusqu'à un très ancien creux à long terme, et cela serait considéré comme un niveau de résistance. Lorsque nous examinons les marchés de cette manière, cela nous donne un cadre. Vous voyez ici les séquences mensuelles de premium, celles-ci seront principalement axées sur le trading des séquences de premium baissières, en d'autres termes, vous utiliserez ces zones pour encadrer un trade ou rechercher des objectifs haussiers à ces niveaux pour la réduction mensuelle.
Vos séquences de réduction haussière, ce sont vos séquences de réduction haussière, et vous chercherez à les utiliser pour des objectifs baissiers ou pour prendre position à l'achat à l'un de ces niveaux en fonction des conditions actuelles du marché. La même chose est également observée pour le graphique hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, vous regarderez la même chose, de l'équilibre vers le haut. La première chose à laquelle vous vous attendez lorsque vous attendez des prix plus élevés, c'est de rencontrer un bloc d'atténuation ou un breaker baissier. S'il y a un breaker baissier, vous ne irez probablement pas plus haut que ça, mais s'il n'y a pas de breaker, vous cherchez à combler un vide ou à combler un écart de valeur équitable. S'il n'y a pas d'écart de valeur équitable ou de vide, le prix pourrait simplement monter directement jusqu'au bloc d'ordre baissier. Et s'il y a une idée suggérant qu'il n'y a peut-être pas un bloc d'ordre baissier solide, nous chercherions un bloc de rejet, qui est un mouvement au-dessus des corps des bougies, en ignorant les mèches longues qui se trouvent au sommet du marché, et finalement une montée au-dessus de l'ancien sommet ou un retour à un creux historique. Les mêmes choses que nous venons de présenter pour le graphique mensuel s'appliquent également au graphique hebdomadaire, à la fois en termes de premium et de réduction, la même hiérarchie et la manière dont vous vous attendez à voir ces séquences se produire dans l'action des prix. C'est ainsi qu'elles sont observées. Et évidemment, la même chose s'applique à un graphique quotidien. Rien n'a changé, la même hiérarchie existe. Si nous sommes à l'équilibre et que c'est l'action de marché actuelle, le prix que nous attendons des prix plus bas, la première chose à laquelle nous voulons regarder du côté gauche de notre graphique, ce sont les blocs d'atténuation ou un breaker haussier. Si quelque chose est inférieur à ce breaker, il ne sera probablement pas considéré ou le marché n'ira probablement pas le récupérer, car le breaker a la priorité surtout, que ce soit un breaker haussier ou un breaker baissier. Nous allons donc examiner un exemple de toutes ces informations avec notre exemple du dollar-yen que nous avons brièvement mentionné dans la leçon numéro 5 sur la gestion de l'argent, en utilisant ces idées dans la leçon 6.2. Cette leçon vous donnera un exemple pratique.